Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Si vous voulez, on va enchaîner la deuxième partie de cette journée scientifique et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous professeur Amel Gensi, qui est chef de service de médecine nucléaire au CHU de Casa. Donc, il va gentiment nous présenter le PET scan en rhumatologie. À vous la parole, professeur Gensi. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci à Madame Sar et à Professeur Janani de m'avoir associé à cette journée rhumatologie fort intéressante. J'ai déjà appris beaucoup de choses avec vous ce matin. J'ai aussi l'honneur d'être en présence de notre maître, professeur Kinsey, qui est à la base de tout ça. Donc, la remercie énormément. Et à mon tour de vous parler de l'intérêt de la TEP TDM ou 18 FDG en rhumatologie. Depuis ce matin, on n'a pas entendu du tout sortir le nom de TEP dans toutes les présentations qui ont précédé. Donc, c'est vrai parce que l'utilisation de la TEP en rhumatologie, ce n'est pas une utilisation qui est courante. C'est une utilisation qui, on va voir, qui est émergente et qui pourrait apporter des choses dans la prise en charge de ces patients rhumatologiques qui posent, en particulier ceux qui posent problème. Donc, vous le savez mieux que moi, les maladies rhumatismales, c'est un spectre large de maladies qui ont en point commun une inflammation chronique qui va se révéler par des lésions articulaires, mais aussi par des lésions extra-articulaires qui peuvent des fois porter préjudice ou pronostic vital. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de ces maladies, il faut un diagnostic précoce, un diagnostic précis et une possibilité de pouvoir évaluer la réponse des patients au traitement. Donc, il faut disposer de techniques d'imagerie ou techniques ou de moyens diagnostiques qui vont apporter une aide précieuse aux rhumatologues pour un diagnostic précis, précoce et une possibilité d'évaluer les traitements à des temps différents de l'histoire de la maladie et la durée de l'histoire de la maladie qui va accompagner le patient durant toute sa vie. La tomographie par émission de positons, qui est une technique d'imagerie scintigraphique qui va utiliser des isotopes radioactifs. Et là, l'intérêt d'être une image quantitative ou semi-quantitative. Et là aussi, l'intérêt d'être sensible à l'échelle moléculaire. Et là aussi, l'intérêt de permettre une exploration de l'ensemble du corps. Donc, c'est une technique d'imagerie qui est très utile, en particulier en oncologie, où son utilisation a été large et donc de plus en plus étendue à d'autres indications avec le temps. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir au début ce que c'est que la technique TEP-TDM. La technique TEP-TDM et son intérêt dans l'inflammation. Aussi, nous allons voir ensemble l'intérêt de la TEP dans certaines maladies que vous avez que vous côtoyez souvent dans vos pratiques quotidiennes, notamment la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme rhizomyélique. Quelques diapositives sur la dermatomyosite et la polymyosite, sur les vascularites, les perspectives avant de conclure. Je ne sais pas si vous connaissez la technique de la TEP ou pas. En tout cas, j'ai prévu un petit rappel sur la technique. Donc, la technique elle a été introduite la première fois en 1989 aux États-Unis. Donc, on va utiliser un isotope radioactif émetteur de positons. Donc, ici, on a le fluor 18. Le radiopharmaceutique qu'on va utiliser, donc le radiopharmaceutique, c'est le traceur qu'on va utiliser pour faire les études. Donc, le traceur qui va être utilisé, qui s'appelle radiopharmaceutique, il est formé d'une molécule vectrice, qui est une molécule froide, à laquelle on va ajouter un radioisotope radioactif qui est émetteur de positons. La particularité de ces émetteurs de positons, c'est qu'ils vont permettre de voir ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Donc, ce positon, une fois qu'il est émis, vous voyez en bas de l'image, il est émis, il va avoir des interactions au niveau de la matière. À la fin de son parcours, il va rencontrer un électron libre de la matière. Ils vont avoir une réaction, ce qu'on appelle une réaction d'annihilation. Ils vont disparaître tous les deux pour laisser apparaître deux photons gamma de 511 keV chacun émis dans une ligne de réponse. Si on détecte les deux photons gamma, on va pouvoir localiser avec précision le lieu de l'émission. La particularité de ces traceurs, c'est qu'ils vont se concentrer au niveau des zones d'intérêt qui vont dépendre de ce qu'on souhaite étudier. Quand on étudie le plus souvent le métabolisme glucidique, donc là où il y a une surconsommation de glucose,
Ce traceur va se concentrer et sur les images, on va pouvoir voir des zones comme ceci, des zones noires qui correspondent aux zones de concentration importante de glucose. Donc, cette technique d'imagerie a été introduite pour la première fois en 1989, n'a pas été trop utilisée depuis le temps, jusqu'en 2000, où dans une université américaine, ils ont associé à cette image de tomographie par émission de positons une image scanner, ce qui a permis d'améliorer les performances diagnostiques de la tête, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle une image hybride, qui est formée à la fois d'une image TDM, d'une image TEP, qui va additionner les informations apportées et qui va permettre surtout d'améliorer l'image TEP grâce à la correction de l'atténuation et grâce au pouvoir de localisation qu'apporte la TDM. Et aussi, ça va permettre d'éliminer certains diagnostics différentiels, en particulier en oncologie. Donc, depuis l'introduction de l'imagerie TEP-TDM, elle a été très largement utilisée en oncologie. On a commencé par explorer les lymphomes et les cancers pulmonaires, mais depuis le temps, actuellement, dans tous les cancers, on a à un moment donné de la vie du patient recours à la TEP-TDM, soit pour le bilan d'extension initiale, soit pour évaluer la réponse au traitement, soit pour mettre en évidence des récidives quand on a des marqueurs biologiques qui ont augmenté au cours de la surveillance du patient. Au Maroc, la TEP-TDM a été disponible depuis 2010. Donc, depuis 2010, au CHU, on a une TEP-TDM et aussi en privé, il y avait une TEP-TDM qui a été installée. Actuellement, au Maroc, nous allons les traceurs suivants qui sont disponibles sur le marché. En plus du 18-fluorodésoxyglucose. Donc, le 18-fluorodésoxyglucose, c'est un traceur qui ressemble au glucose, c'est un analogue du glucose. Donc, c'est un traceur général puisque toutes les cellules dans l'organisme peuvent consommer le glucose. Cette consommation est plus importante dans les cellules qui sont en activité importante, notamment les cellules tumorales ou les cellules inflammatoires quand ils sont activés au cours d'un processus inflammatoire. Aussi, depuis quelques temps, nous avons la fluorocholine depuis 2007, le 18-fluorure de sodium, qui peut être très intéressant en rhumatologie puisqu'il explore le squelette osseux. C'est comme une scintigraphie osseuse, mais avec une résolution meilleure. Aussi, le 18-fluoro-PSMA disponible depuis juillet et qui permet l'exploration surtout des cancers de la prostate. Maintenant, comment fonctionne cette technique d'imagerie? Donc, on va injecter par voie intraveineuse ce 18-fluorodésoxyglucose dans une cellule normale que vous voyez ici. Le glucose, il va rentrer dans la cellule à travers les récepteurs de glucose qui sont exprimés à la surface cellulaire. Une fois il est à l'intérieur de la cellule, le glucose va subir des réactions de phosphorylation pour produire de l'énergie. Donc, le 18-fluoroglucose va aussi rentrer de la même façon au niveau de la cellule normale. Il va subir la première phosphorylation, sauf que pour la deuxième phosphorylation, il ne va pas pouvoir la subir puisque le 18-fluorodésoxy-6-phosphate n'est pas le substrat pour la deuxième phosphorylation et du coup, il va se retrouver bloqué à l'intérieur de la cellule. Dans les cellules normales, la consommation de glucose n'est pas très importante, mais dans les cellules tumorales, la consommation elle est très importante et donc l'accumulation de ces molécules de 18-fluorodésoxyglucose va être très importante et la concentration de cette molécule au niveau de la cellule tumorale va refléter avec précision l'activité de ces cellules tumorales. Dans les cellules inflammatoires, dans les cellules inflammatoires, ça va se passer de la même façon, on va le voir plus tard, mais avant d'y aller, on va parler de comment on fait l'examen TEP-TDM. En oncologie, qui est l'indication la plus fréquente, on va admettre le patient le matin à jeun, après au moins 6 heures de jeûne. Après une vérification de la glycémie, puisque le marqueur c'est un analogue de glucose, il faut que la glycémie ne soit pas élevée, il faut qu'il soit inférieur à 1,6 g par litre pour que la molécule traceuse que nous avons utilisée ne soit pas en compétition avec le glucose du patient à cause de l'hyperglycémie. On injecte 3 à 5 mégabecquerels par kilo de 18-fluoroglucose. Le patient ensuite est installé dans un box où il ne doit pas subir de stimulation, il ne doit pas faire d'effort, donc il doit rester au repos pendant 45 à 60 minutes. En rhumatologie, et particulièrement quand on recherche une atteinte vasculaire, le délai d'attente devrait passer à 120 minutes. Ensuite, on va faire l'acquisition des images TEP, puis celle de tomographie par émission de positons.
on fera la reconstruction des deux et la fusion des deux images avant de les lire. Ça va donner des choses comme ça. Donc ça, c'est un examen TEP-TDM qui est fait chez un patient avec un cancer d'objectif d'une biopsie au niveau de la tumeur pour pouvoir ramener la partie de la tumeur la plus active. Donc en oncologie, la TEP est utilisée soit dans les bilans d'extension du tumeur, les bilans d'évaluation de traitement ou les bilans de récidive, mais aussi ça peut être utilisé pour les caractérisations de nodules pulmonaires, comme on a ici, c'est un nodule pulmonaire retrouvé à la TDM. Et avant d'aller le biopsie, on voudrait savoir si ce nodule est tumoral ou pas. Donc, on va faire une TEP et vous voyez ici qu'à la TEP, on voit qu'il n'y a pas d'activité ou de concentration importante de glucose au niveau de ce nodule. Donc, ce nodule, il est a priori considéré comme bénin. Et donc, on n'aura pas besoin d'aller le biopsie. Donc, la TEP, elle a aussi cet intérêt d'éviter d'aller faire des traitements invasifs chez des patients chez qui on suspecte une malignité. Maintenant, qu'apporte la TEP dans les maladies inflammatoires? Donc, l'intérêt des auteurs et des chercheurs pour l'utilisation de la TEP dans les maladies inflammatoires, il a commencé très tôt. Depuis 2009, on a commencé à s'intéresser de cet éventuel intérêt de la TEP dans l'exploration des maladies inflammatoires. Non pas seulement les maladies rhumatismales, mais l'ensemble des maladies inflammatoires. Et on est parti regarder ce qui se passe dans les macrophages activés. Quand ils sont activés au cours de l'inflammation sous l'effet des interleukines et de l'hypoxie, et on se retrouvait avec une situation qui est similaire à la cellule tumorale, bien que l'intensité de l'expression n'est pas la même. Donc, les cellules inflammatoires, une fois qu'elles sont activées, ils vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, donc ils vont consommer beaucoup de glucose. Donc, les macrophages, une fois qu'ils sont activés, ainsi que les fibroblastes en prolifération, on va voir une surexpression des récepteurs GLUT au niveau des cellules macrophagiques, et donc, on va avoir une surconsommation de glucose. Donc, en 1995, dans le Journal of Nuclear Medicine, ça a été publié les premiers travaux expérimentaux qui se sont intéressés à voir quelle utilité pourrait avoir la TEP à fluor 18 pour l'exploration de l'inflammation. Ils ont provoqué de l'inflammation chez des rats. Après, ils ont fait des coupes qu'ils ont regardées au microscope et qu'ils ont photographiées grâce à la macro-autoradiographie pour voir quel intérêt aurait cette TEP dans les maladies inflammatoires. Ils ont constaté que là, les cellules inflammatoires concentraient de façon importante le 18-fluorodésoxyglucose et ils ont conclu que la concentration du 18-fluorodésoxyglucose, il va se faire dans les cellules inflammatoires de la même façon qu'il se fait dans les cellules tumorales, avec une intensité de concentration qui est beaucoup plus importante dans les cellules en activation. Donc les cellules activées, notamment les macrophages et les fibroblastes, ils vont concentrer de façon importante le glucose. L'intensité de fixation, on les voit tous les jours quand on fait des examens TEP, dans les maladies inflammatoires, n'est pas aussi importante dans les maladies tumorales. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut les différencier. Mais toujours est-il, la concentration du 18-fluorodésoxyglucose dans les cellules inflammatoires, elle est importante, ce qui permet de dire qu'on peut utiliser ces techniques d'imagerie pour explorer les maladies inflammatoires. Donc, les auteurs ont conclu que la concentration du 18-fluorodésoxyglucose dans les lésions inflammatoires, elle reflète l'activité inflammatoire avec précision. Donc, c'est ainsi que l'intérêt pour la TEP dans l'exploration des maladies inflammatoires et des maladies rhumatismales a commencé à apparaître. Et c'est comme ça qu'on voit sur cette recherche est faite sur PubMed. Vous voyez que l'importance des papiers qui sortent et qui parlent de l'intérêt de la TEP dans les maladies inflammatoires commence à croître depuis les dernières années. Donc maintenant, en rhumatologie, on a le droit de s'opposer à ces techniques d'imagerie qui est innovante. Quel apport aurait-il dans les maladies rhumatismales dans le cadre de la panoplie d'examens et de moyens diagnostiques dont nous disposons pour voir la maladie articulaire, aussi pour mettre en évidence la maladie extra-articulaire? Qu'est-ce qu'ils apportent au moment du diagnostic? Qu'est-ce qu'ils apportent pour évaluer l'activité de la maladie et la gravité de la maladie? Et qu'est-ce qu'ils apportent pour évaluer la réponse au traitement. Et aussi dans les syndromes polymyos, dans les syndromes paramyoplasiques,
Donc, on est aussi intéressé de savoir, est-ce que si on a un patient qui a une polymyalgie et polyarthralgie, est-ce qu'on a le droit d'aller penser directement à une association avec une origine néoplasique et aller demander la TEP. Donc, on peut se poser la question de se dire qu'apporte la TEP dans les différents types de maladies. Donc, en rhumatologie, la première chose qui est importante, c'est de standardiser l'image ou l'exploration TEP chez les patients. Donc, vous avez ici plusieurs types d'examens TEP réalisés chez des patients. En oncologie, on commence toujours par faire un examen qui ressemble à celui-là. Donc, le patient il est allongé, les mains sont surélevées et on commence par faire une acquisition mi-crâne, mi-cuisse. Donc, c'est là avec les bras surélevés, c'est là avec un bras qui est surélevé et un bras qui n'est pas surélevé à cause d'un problème rhumatismal, notamment au niveau de l'épaule chez ce patient. Ce patient-là, on a fait un cours entier avec des bras surélevés. Donc, ces trois types d'acquisition ne sont pas adaptés à l'exploration pour des maladies rhumatismales. Ce qu'il faut faire, il faut faire une acquisition cours entier avec les bras le long du corps. Comme ça, on peut voir l'ensemble des articulations, en particulier les articulations de la main, si on souhaite explorer dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc, pour parler un peu de l'intérêt de la TEP dans l'exploration de la polyarthrite rhumatoïde, actuellement la TEP n'est inclue dans aucun guideline de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on utilise les autres moyens diagnostiques disponibles, notamment les tests biologiques, les tests d'activité de la maladie et les examens radiologiques, notamment l'échographie et l'IRM, ainsi que la radiographie standard pour explorer la polyarthrite rhumatoïde. Donc, par rapport à cette utilisation de la TEP dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a très peu de travaux avec de grands nombres de patients qui ont été publiés. La plupart des travaux, le nombre de patients n'est pas très important, ce qui permet d'avoir une vision, mais pas de faire des conclusions importantes. Donc ça, vous le savez très bien. Donc, l'intérêt de la TEP, il serait éventuellement de pouvoir aider au diagnostic et à la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde avant l'installation de l'érosion et des lésions ligamentaires. Si on arrive à faire le diagnostic à un stade précoce par la TEP, ça serait très bien pour prendre en charge correctement les patients et pour éviter les complications à un stade tardif. Comme vous le savez très bien, la polyarthrite rhumatoïde évolue par 5 stades. L'intérêt de l'imagerie serait de permettre un diagnostic précoce pour pouvoir poser un diagnostic positif précis, pour pouvoir éliminer les autres diagnostics différentiels et aussi pour pouvoir chercher d'autres lésions qu'on peut voir, notamment des primitives associées à la polyarthrite rhumatoïde. Donc, si la TEP peut être intégrée dans un schéma de prise en charge qui ressemble à ceci, ça serait très intéressant pour aider à mieux prendre en charge les patients. Donc, ceci représente une image TEP-TDM faite chez une patiente de 88 ans qui présente une polyarthrite rhumatoïde évoluant depuis 19 semaines avec une CRP à 12,72. Et vous voyez que sur l'image TEP, ici c'est un corenté, c'est ce qu'on appelle un MIP. Donc, c'est autour des articulations. Vous voyez qu'il y a une hyperconcentration du traceur, du 18-fluorodésoxyglucose, qui intéresse les articulations des épaules, les articulations des coudes, des mains, des hanches, des genoux et des pieds. Si on regarde sur les images axiales, on remarque que cette concentration importante du glucose, elle intéresse la synoviale, qui est épaissie, et ça permet de poser le diagnostic d'une hypertrophie synoviale métaboliquement active. La TEP n'est pas utilisée pour le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Le diagnostic, par exemple, chez cette patiente, le diagnostic a été établi avant la réalisation de la TEP. Donc, la TEP pourrait montrer des images comme ceci avec un hypermétabolisme glucidique au niveau de la synoviale autour des articulations. À la TEP, malheureusement, contrairement à la radiologie, nous avons un problème de résolution. Donc, on va pas la résoudre. On n'est pas une imagerie morphologique et donc on n'a pas une bonne résolution. Nous avons ce qu'on appelle une imagerie moléculaire et métabolique. Ça montre l'activité, ça ne montre pas les formes exactes des articulations. Donc, ici, vous voyez que l'hypermétabolisme autour des articulations, qui est en faveur d'une hypertrophie synoviale, donc ça peut aider au diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde.
Donc, les premiers articles qui ont traité de ça, ils ont été publiés en 1995 en radiologie, où les auteurs ont pris 12 patients avec des poignets enflammés et ils ont essayé de regarder qu'est-ce qui va se passer sur la tête de ces patients. Donc, après la réalisation de la TEP au 18 FDG, les auteurs ont conclu à cette première étape d'utilisation de la TEP, concentration du 18 FDG au niveau de la lésion, rapportée à la glycémie et au poids du patient. Donc, ça permet donc de dire, donc les auteurs ont conclu que les suivmax au niveau des poignets étaient corrélés à la sensibilité de ces poignets et à l'enflure. Donc, la TEP, elle était corrélée à l'examen clinique de ces patients. Donc, c'était un début d'exploration de ce que peut apporter la TEP et déjà, les auteurs ont conclu qu'il y a une corrélation entre la clinique et les résultats de la TEP. Donc, tout de suite après, il y a d'autres études qui sont arrivées où les auteurs ont essayé de voir l'intérêt éventuel de la TEP dans l'exploration de la polyarthrite rhumatoïde, comme cette étude qui a été publiée dans l'Annales de médecine nucléaire et qui a introduit 21 patients avec des atteintes des grosses articulations. Ils ont exploré 21 patients avec 356 grandes articulations. La sensibilité de la TEP, elle était de l'ordre de 90%. Et les auteurs ont conclu qu'il y avait une excellente différenciation de la TEP entre les articulations atteintes et les articulations saines chez les mêmes patients, que ce soit les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, que ce soit les patients qui sont ou comparés aux témoins sains. Donc, les données de la SUV étaient corrélées au score de l'activité, le DAS28 et l'indice d'activité de la maladie, le SDAI. Et le nombre d'articulations positives à la TEP était fortement corrélé à leur SUV cumulatif et à la durée de la maladie. Donc déjà, à partir de ce moment, donc les auteurs ont trouvé que la TEP pourrait avoir un intérêt dans l'exploration des maladies rhumatismales, étant donné que les résultats de la TEP se corrélaient bien à la clinique et aussi aux indices d'activité de la maladie utilisés en routine par les rhumatologues. Donc, toujours dans le même cadre, donc, les auteurs sont intéressés de comparer l'apport de la TEP par rapport aux autres techniques d'imagerie utilisées en pratique, notamment l'IRM et l'échographie. Donc, dans ce travail qui a été publié dans l'European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging en 2006, donc les auteurs ont comparé la positivité de la TEP par rapport à celle de l'IRM dynamique et l'échographie. Donc, la TEP et l'IRM dynamique et l'échographie ont été faits avant l'instauration du traitement par les anti-TNF-alpha et 4 semaines après l'instauration du traitement. Donc, les auteurs ont constaté que chaque fois une technique était positive, les autres l'étaient aussi. Donc, la TEP était positive dans 69% comme l'IRM et l'échographie dans 75%. Donc, les auteurs ont conclu que la TEP-TDM avait une bonne corrélation avec les données de l'IRM, notamment l'épaisseur du pannis synovial et aussi avec celle de l'échographie, et que la TEP aussi avait une bonne corrélation avec les paramètres de l'inflammation sérique, notamment la CRP, et les paramètres dérivés de la synovienne, notamment le MMP3 sérique. Donc la TEP s'avère qu'elle s'apprête à une utilisation en rhumatologie, sauf que le nombre de patients, vous constatez que le nombre de patients, toujours, c'est un nombre limité, avec des patients qui ont une maladie rhumatismale déjà confirmée et avec une évolution qui n'est pas une évolution de la maladie qui n'est pas récente. Donc, un autre travail aussi qui s'est intéressé cette fois-ci à explorer l'apport de la TEP-TDM en pratique courante. Donc, ils se sont dit, si on veut explorer les malades en pratique courante, quel serait l'apport de la TEP, que ce soit pour le diagnostic initial, non pas pour poser le diagnostic positif, mais pour évaluer la gravité de la maladie ou l'extension de la maladie, aussi pour comparer après l'instauration de traitement avec les paramètres utilisés en routine pour évaluer la réponse thérapeutique. Donc, cette étude qui a été publiée dans le World Journal of Nuclear Medicine et qui a été conduite en Inde, ils ont introduit 42 patients qui ont un âge moyen de 52 ans, une durée de la maladie moyenne de 13,4 ans, avec des extrêmes allant de 1 mois à 48 mois. Pardon, 1 an à 48 ans. Les articulations explorées par patient étaient de 28 articulations par patient. Et les patients étaient traités par des entités TNF-alpha et la TEP a été faite avant le traitement et 6 mois après le traitement. Donc,
les auteurs se sont intéressés à la réalisation pratique de la TEP, mais aussi à la pratique quotidienne de prise en charge des malades avec polyarthrite rhumatoïde. Ils ont essayé de comparer le nombre d'articulations positives à la TEP, leur SUV respectives, le SUV cumulatif de l'ensemble des articulations atteintes à la TEP, ainsi qu'un paramètre dédié des deux, donc ce qu'ils ont appelé l'index cumulé, qui va multiplier le nombre d'articulations par le SUV de ces articulations. Ils ont aussi comparé comme paramètre le delta SUV, qui tient compte de la différence entre la concentration initiale du 18-fluorodésoxyglucose au niveau des articulations avec cette concentration après traitement. Donc, ces paramètres, ils les ont comparés à la DAS 28. Donc, ils ont comparé à la DAS 28 avant et après traitement, à la delta DAS 28 qui est la différence entre la DAS avant et après traitement, à la DAS CRP avant et après traitement. Ils ont pris pour référence une DAS inférieure à 2,6 pour définir la rémission, une DAS supérieure à 5,1 pour définir une maladie avec activité importante et une DAS inférieure ou alors entre 3,2 et 5,1 pour définir une maladie d'activité modérée à faible. Donc, les auteurs ont constaté qu'il y a une très bonne corrélation entre les paramètres TEP et les paramètres cliniques et biologiques utilisés pour évaluer la polyarthrite rhumatoïde. Donc, l'intérêt de la TEP dans l'exploration de la polyarthrite rhumatoïde semble intéressant et ceci pourrait notamment donner l'idée à commencer des études avec de larges nombres de patients pour pouvoir confirmer ces données qui ont été avancées. Ici, c'est un examen TEP-TDM qui est fait chez une patiente de 65 ans, suivie pour une polyarthrite rhumatoïde avec un DAS à 6,28. Et vous voyez qu'il y a une hyperconcentration du 18-fluorodésoxyglucose au niveau des poignets, au niveau des articulations des mains, au niveau des articulations, au niveau du rachis. Donc, l'intérêt de la TEP, il permet cette vision globale. En fait, la TEP, ce serait intéressant pour pouvoir voir ce qui se passe dans l'ensemble des articulations, avec des articulations qui pourraient être le siège d'une maladie plus active que d'autres. Et donc, la TEP va permettre d'avoir une vision globale. La polyarthrite aussi rhumatoïde peut entraîner des lésions extra-articulaires qui peuvent engendrer le pronostic vital, notamment les atteintes pulmonaires et cardiovasculaires. Je vais vous montrer des images qui sont en rapport avec un patient qui a une atteinte cutanée. Donc, vous voyez, c'est un examen TEP-TDM qui a été fait chez un patient avec une polyarthrite rhumatoïde et qui présente par le même biais des nodules rhumatoïdes. Vous voyez que la TEP-TDM, elle va permettre de mettre en évidence l'ensemble des lésions en un seul examen avec une visualisation de l'ensemble des atteintes articulaires et aussi l'atteinte extra-articulaire. Donc, l'intérêt de la TEP s'avère très utile dans les atteintes pulmonaires, notamment les atteintes pulmonaires que nous avons vues tout à l'heure avec le professeur Zarba. Donc, la TEP permettrait de voir les atteintes actives et les différencier de les atteintes avec une fibrose installée. Pour évaluer la réponse au traitement, donc tout à l'heure avec le professeur McKinsey, nous avons vu que certains patients ne répondaient pas au traitement. Certains patients ne répondaient pas de façon précoce au traitement ou ne répondaient pas au traitement comme les autres, étant donné la différence biologique entre les patients. Donc, la TEP pourrait avoir un intérêt pour évaluer cette réponse thérapeutique. Donc, dans ce sens, plusieurs travaux ont été publiés. Les premiers en 1995 et le dernier, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est en 2020. Donc, tous les auteurs s'accordent pour dire que la TEP-TDM permet d'évaluer la réponse thérapeutique à un stade précoce de l'instauration d'une maladie. Et les réponses de la TEP-TDM sont très bien corrélées aux critères d'évaluation de la maladie, notamment la DAS 28, et les critères biologiques, notamment la CRP. Même quand la TEP est faite précocement, 2 à 4 semaines après l'instauration de la maladie, les résultats de la TEP sont concordants avec les autres paramètres qui sont calculés
14 à 22 semaines plus tard. Donc, cet intérêt de la TEP pour l'évaluation précoce, elle a été largement documenté en oncologie, où on utilise la TEP pour l'évaluation précoce de la réponse tumorale au traitement. Il s'avère qu'en maladie rhumatismale, la TEP peut apporter aussi les mêmes choses pour l'évaluation précoce du traitement. Donc, la valeur négative ou la valeur prédictive négative de la TEP, elle est de l'ordre de 90%, avec une précision diagnostique de la réponse thérapeutique à environ 85%. Et l'intérêt de la TEP, c'est justement de pouvoir faire cette évaluation précoce qui va se confirmer plus tard avec les autres paramètres qui vont évaluer l'activité de la maladie. Et du coup, on va pouvoir séparer précocement les bons répondeurs des mauvais répondeurs pour pouvoir instaurer d'autres traitements et éviter que le patient ne soit sous le même traitement alors qu'il ne risque pas de répondre pendant plusieurs semaines. Donc ici, je vous montre des images de polyarthrite rhumatoïde chez un jeune patient de 28 ans qui a été exploré par TEP-TDM pour évaluer la réponse au traitement. Vous voyez ici en haut sur les images A, c'est la TEP avant l'instauration du traitement. Les images C et D, ce sont la TEP réalisée après l'instauration de traitement. Et vous voyez que entre les deux, on note qu'il y a une réponse métabolique intéressante au niveau en particulier de la main droite. Donc, vous voyez que la TEP-TDM peut montrer une réponse thérapeutique métaboliquement complète, même si la CRP n'a pas encore diminué, même si la DAS28 montre toujours une maladie active. Mais ces deux paramètres, ils vont devenir comme la TEP, ils vont montrer la réponse thérapeutique plusieurs semaines plus tard. La TEP aussi pourrait montrer la récidive de la maladie chez les patients qui ont répondu initialement au traitement. Donc, comme c'est le cas de ces images, donc on a un patient qui avait une réponse initiale au traitement, mais qui a montré une récidive plus tard. Donc, rapidement, dans le rhumatisme rhizomyélique, nous allons voir que la TEP aussi peut être intéressante pour montrer l'atteinte articulaire, mais aussi pour montrer l'atteinte vasculaire associée. Dans les rhumatismes rhizomyéliques, l'atteinte n'est pas comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez ici que l'atteinte n'est pas comme tout à l'heure où on avait un hypermétabolisme qui était intense, qui entourait l'ensemble de l'articulation. Ici, c'est des hypermétabolismes focaux qui vont intéresser essentiellement les deux ceintures pelviennes, les tubérosités sciatiques et les bourses au niveau des articulations lombaires. Donc, pour les rhumatismes rhizomyéliques, chaque fois qu'on a 3 de ces critères présents sur l'imagerie TEP, on peut conclure à un rhumatisme rhizomyélique, bien que ce soit un diagnostic d'élimination, avec une sensibilité de 92,6% et une spécificité de 90%. Donc, l'intérêt de la TEP pour le rhumatisme rhizomyélique est aussi de montrer les vascularites associées et de pouvoir faire un diagnostic précis de la maladie et aussi de pouvoir voir l'extension de la maladie au niveau de l'ensemble du corps du patient. Donc, aussi pour le rhumatisme rhizomyélique, on peut utiliser la TEP pour évaluer la réponse. Donc, cette étude qui a été publiée dans le British Journal of Radiology en 2007, ils ont utilisé et la TEP et la TDM initialement avant d'instaurer le traitement et plus tard, 3 mois après l'instauration de traitement pour évaluer la réponse thérapeutique. Il s'avère que la TEP comme la TDM ont bien montré la réponse thérapeutique. Donc, ceci est le cas aussi sur ces images. On a comparé la TEP initiale, la TEP après traitement et la TEP après la suspicion de récidive. Donc, on montre ici sur la TEP initiale les atteintes sternoclaviculaires et au niveau des tubérosités sciatiques qui ont bien répondu au traitement avec une régression totale de l'hypermétabolisme sur la TEP qui a été utilisée après le traitement. La récidive, une fois que la récidive est là, donc vous voyez qu'il y a une reprise de l'hypermétabolisme au niveau des sternoclaviculaires et de la tubérosité sciatique. Donc, je sais que le temps s'écoule, mais je vais essayer d'être rapide. Donc, la TEP aussi peut être intéressante dans les autres maladies rhumatismales comme la dermatomyosite ou la polymyosite. Les aspects peuvent ressembler à ceci, avec une atteinte importante qui est visualisée sur la TEP. L'atteinte au niveau de la polymyosite aussi peut ne pas être aussi diffuse, avec quelques lésions qui sont visualisées sur la TEP.
et qui sont en faveur d'une polymyosite. Donc, tous ces patients, ce sont des patients chez qui le diagnostic a été fait initialement avant la TEP. Donc, on n'a pas d'étude aujourd'hui où on essaye de démontrer l'intérêt de la TEP pour poser le diagnostic. Rapidement, un mot sur les vascularites. Donc, les vascularites, ce sont des maladies qui peuvent accompagner les maladies rhumatismales. Et on peut avoir soit les vascularites des gros vaisseaux, comme les artérites à cellules géantes ou les artérites de Takayasu, où la TEP a montré depuis plusieurs années son intérêt important pour faire le diagnostic différentiel avec les plaques d'athérome, pour montrer l'extension de la maladie et pour évaluer la réponse au traitement. Chaque fois qu'on a un épaississement vasculaire avec un hypermétabolisme, comme le montrent les images, c'est en faveur d'une vascularite active. La particularité de la vascularite, c'est qu'il faut faire une image TEP après un délai d'attente supérieur à 60 minutes. Donc, il faut attendre environ 120 minutes avant de commencer les images. Et l'analyse peut être faite soit de façon visuelle, soit il peut être fait avec des scores. Donc, l'analyse visuelle, il va toujours comparer la captation au niveau des vaisseaux par rapport à la captation hépatique. On peut les classer en grades. 0 quand la captation est inférieure au bruit de fond vasculaire. 1 quand il est faible mais inférieur au foie. 2 quand il est intermédiaire et égal au foie. 3 quand il est supérieur au foie. On peut aussi établir des scores comme le score vasculaire total qui va prendre en considération la captation au niveau des vaisseaux, mais aussi le nombre de vaisseaux qui montrent une hypercaptation du 18 FDG. Vous voyez sur cette image donc une paroi de la aorte qui montre un hypermétabolisme intense sur l'ensemble ou circonférentiel de la paroi aortique. L'intérêt de la TEP pour les vascularites, il est actuellement bien établi, avec un apport qui s'avère plus important pour les artérites à cellules géantes par rapport à la maladie de Takayasu. Aussi, dans les PMR-like syndrome, la TEP s'avère très utile. Et à chaque fois on a ce syndrome, il ne faut pas hésiter à demander une TEP pour 2 raisons importantes. D'abord, la première raison, c'est que ceci peut révéler la présence d'un syndrome paraneoplasique et révéler un primitif associé. Donc, chaque fois qu'on a une altération de l'état général, des céphalées intenses, soit d'installation brutale, soit aggravation de céphalées anciennes, des lombalgies ou douleurs pelviennes, un échec des traitements, un échec au traitement ou un syndrome inflammatoire persistant, il ne faut pas hésiter de demander la TEP qui va certainement montrer les atteintes articulaires, mais qui aussi va montrer la présence d'une autre maladie, notamment les primitifs. Ici, c'est un primitif digestif. Donc, vous voyez que la TEP a permis de faire le diagnostic de ce primitif. Dans notre contexte, il ne faut pas aussi oublier la tuberculose ganglionnaire. Chaque fois que nous avons avoir un échec ou un syndrome inflammatoire persistant, il ne faut pas hésiter à demander la TEP. Donc aussi, la TEP peut révéler une atteinte vasculaire associée, comme c'est le cas ici. Donc c'est une atteinte vasculaire, c'est une vascularite qui, dans le cadre d'un rhumatisme rhizomyélique, accompagne les atteintes articulaires. Donc la TEP, au moins, il ne faut pas hésiter à la demander chaque fois qu'on a soit un état général altéré, soit des céphalées, soit des lombalgies ou douleurs pelviennes, soit un échec au traitement chez des patients qui n'ont pas d'autres raisons pour présenter cet échec. Donc, les perspectives par rapport à l'utilisation de la TEP, c'est l'utilisation d'autres traceurs que le 18-fluorodésoxyglucose, qui reste un traceur général qui va se fixer au niveau des cellules inflammatoires, mais aussi au niveau des cellules tumorales. Le fluoro 18, le fluorure de sodium, qui est un traceur disponible au Maroc, serait très intéressant pour explorer les spondyloarthropathies ankylosantes parce que c'est un traceur osseux. À la TEP, la SPA, risque d'avoir des faux positifs étant donné qu'il y a des constructions osseuses plus que de l'inflammation. Il y a d'autres traceurs qui sont en développement, notamment ceux qui se basent sur l'utilisation du fibroblast activating protein inhibiteur et qui ont promis des résultats très intéressants, en particulier dans l'exploration de la polyarthrite rhumatoïde. Je sais que la disponibilité et le coût de la TEP au Maroc et ailleurs fait que son utilisation ne peut pas être faite en routine. Mais il faut au moins y penser chaque fois qu'on a des présentations atypiques ou qu'on a des mauvaises réponses au traitement ou qu'on a les symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Donc ici, c'est une TEP ou 18 FDG
À côté, c'est une TEP FAPI. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, étant donné que le FAPI, c'est un traceur qui est très spécifique spécifique à l'inflammation et à la polyarthrite rhumatoïde par rapport au 18 FDJ. Donc, pour conclure, la TEP TDM au 18 FDG, mais aussi avec les autres traceurs, paraît être un moyen utile et prometteur pour aider le clinicien dans la prise en charge de ces patients, en particulier les patients qui posent problème. Dans les présentations classiques, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller demander des TEP, étant donné le coût, et étant donné aussi les délais d'attente, étant donné que l'utilisation de la TEP est inondée par les demandes en oncologie. Mais il faut demander une TEP. Il ne faut surtout pas hésiter à demander une TEP quand on a des patients avec des présentations cliniques atypiques, quand on a des patients avec des mauvaises réponses au traitement, et aussi quand on a suspecté des manifestations associées, notamment une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiovasculaire, pour établir le diagnostic avec précision et pour permettre aux patients d'avoir un traitement optimal. Et je vous remercie. Merci, professeur Gensi, pour ce rapport en fait très intéressant. C'est ça tellement passionnant qu'on a besoin plus de 30 minutes pour étaler toutes les informations. Oui. C'était très large comme sujet. Et, donc, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Merci beaucoup, cher ami. Alors, une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la dose un petit peu de TEP scan, s'il vous plaît, par rapport à un scanner normal? La dose d'irradiation, oui. La dose d'irradiation, elle est un peu plus qu'un scanner diagnostique parce que le scanner qu'on utilise en TEP, c'est un scanner qu'on appelle low dose. Ce n'est pas un scanner diagnostique. Et la dose efficace, elle est de l'ordre de 16 millisieverts, de 16 à 17 millisieverts. Donc, ça ressemblerait à un scanner diagnostique. L'intérêt de ces isotopes émetteurs d'oppositants, c'est que leur demi-vie est très courte. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir un centre de production qu'on appelle cyclotron très proche de là où on utilise la TEP. Donc, au Maroc, il y en a deux, l'un à Bouzniqa et l'autre à Bouskoura. Il ne faut pas avoir de trajet long parce que si on a un trajet long, il faut commander une dose importante qui va coûter cher. Donc, il faut avoir des trajets courts. Donc, le produit lui-même, il va décroître avec le temps, rapidement, puisque sa demi-vie, il est que de 2 heures. Donc, les radiations, en termes d'apport, restent très faibles. Après, pour les maladies rhumatismales, il faut aussi faire des études co-efficacité. Donc, pour les maladies rhumatismales, il faut faire des études co-efficacité pour voir est-ce que l'intégration de la TEP dans le processus de prise en charge va améliorer le co-efficacité ou non. Donc, je vous remercie. Professeur Mkinsi. Merci Madame Gensi pour cette revue qui nous a beaucoup intéressés. Je voulais juste, c'est dommage que vous soyez passé trop vite sur les vascularites, parce que vraiment, c'est là, et la pseudopolyarthrite rhizomélique, mais je voulais simplement dire une chose, c'est que nous, quand on l'utilise en rhumatologie, c'est principalement quand on veut diagnostiquer une polymyalgia ou pseudopolyarthrite rhizomélique. Et puis surtout, pour avoir eu une expérience récente d'un patient qui a eu une vascularite, c'est un monsieur qui arrive, fièvre, amaigrissement. Je fais tous les marqueurs et je trouve rien. Et là-dessus, des douleurs évidemment dans les membres et rien dans les artères temporales battantes, etc. Rien, pas de problème. Et alors je me dis, ça doit être un néo. Et en fait, le TEP montre quoi? Une vascularite de Horton qui ne touche pas du tout l'extrémité, une vascularite qui ne touche pas du tout l'extrémité haute. Donc mes vascularites, alors en 10 jours, sous corticoïdes, il a été métamorphosé. Et c'est l'intérêt de la surveillance. Hein. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Professeur Janani. Moi aussi, je vais juste ajouter un cas de notre service. Le professeur Zahel le connaît très bien. C'était un jeune chez qui on a suspecté une SPA. Donc, il y avait des arthralgies et des rachialgies avec un syndrome inflammatoire. Donc, on a essayé tous les anti-inflammatoires, ça ne donne rien.
on voulait confirmer le diagnostic, donc on n'avait aucun critère pour entrer, pour classer ce malade SPA. Il n'y avait ni HLA-B27, l'IRM du rachis normal, l'IRM de sacroiliac normal. Donc, on n'avait que la clinique et le syndrome inflammatoire. Et on était obligé d'aller au PET scan parce qu'il ne répond pas aux AINS. Donc, on n'arrivait pas à soulager ce malade. Et donc, on a réalisé un PET scan. Et effectivement, il a montré des inflammations au niveau du rachis et au niveau de certaines articulations. Et donc, je crois qu'on a opté pour une biothérapie alors qu'on n'avait ni IRM, ni HLA-B27, aucun autre signe associé. Donc, il garde une place et peut nous aider dans des cas comme ça, atypiques, où on n'arrive pas à classer nos malades. Oui, justement, donc je pense que c'est dans ces cas qu'il ne faut pas hésiter à prescrire le PET scan. Et puis, nous allons faire notre propre expérience avec le temps. Donc, actuellement, par rapport au nombre de malades qu'on explore dans le cadre des malades oncologiques, le nombre de malades qu'on explore en rhumatologie est très faible. Donc, je vous donne un titre d'exemple, c'est que chaque semaine, on fait 50 malades oncologiques. On peut faire une fois par mois, une fois tous les 3 mois, des malades rhumatologiques. Et pour les vascularites, il faut juste éviter de prescrire des corticoïdes avant de faire la TEP. Ou alors, si ils ont été déjà prescrits par des raisons d'urgence thérapeutique, il faut faire la TEP dans les 3 jours qui suivent. Il ne faut pas attendre longtemps, pas plus tard que 3 jours. Donc, il faut les faire 3 jours. Et la TEP, elle reste intéressante parce qu'il permet cette vision globale. On peut avoir des fois des arthrites au niveau de l'aorte, de ses branches, de l'aorte surrénale. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup des fois pour résoudre des problèmes diagnostiques. Et surtout, cette vision globale qui va permettre d'explorer et le squelette axial, et les vaisseaux, et les viscères. Ben, je crois, s'il n'y a pas d'autres questions, remercie vivement professeur Gensi, c'est très, très intéressant.